Merci beaucoup, Monsieur Plante, pour l'introduction. Je suis ravie d'être de retour parmi vous. Merci à tous les amis qui sont venus. Merci à vous tous. Pour votre information, ce sujet de Mahler et Wagner est le sujet de mon second livre que j'essaye de terminer d'écrire. Voilà, disons que j'aurais dû le rendre il y a 3 ans pour vous donner une idée de là où j'en suis dans mon calendrier. Donc le délai c'était il y a 3 ans, mais je ne désespère pas et je suis vraiment en train je vois le bout, on va dire. Donc la figure de Richard Wagner a joué un rôle fondamental dans la carrière, dans le développement de Gustav Mahler, d'abord en tant que chef d'orchestre et aussi en tant que compositeur. À l'exception de Parsifal, Mahler a dirigé tous les opéras de Wagner, de Prague à New York, avec un succès toujours grandissant. Dans le cadre de cette conférence, je vais me concentrer sur Mahler, interprète de Tristan, en examinant 2 productions en particulier. Le Tristan de Mahler à Vienne en 1903 avec le designer, comment on dit, Metteur en scène. Voilà, non pas le metteur en scène, vraiment le dessinateur, voilà, il était plein de choses à la fois. Alfred Roller, enfin, je vous en parlerai après. Et le Tristan de New York en 1908 qui marque un contraste très, très important avec le Tristan de 1903. Et en effet, la production viennoise a marqué un tournant dans l'histoire de la mise en scène de l'opéra par cette esthétique moderniste. Et cette production de 1903 préfigure le Bayreuth de Wilhelm Wagner dans les années 50. Mais par contre, le Tristan de 1908 à New York peut être perçu comme un retour en arrière au niveau de l'esthétique, avec des décors naturalistes qui étaient inspirés des décors du premier Tristan à Bayreuth en 1886. Alors, voilà le plan des réjouissances. Tout d'abord, je vais vous parler de Mahler, interprète de Wagner. Je me donne à peu près, ça c'est pour que vous m'aidiez à garder le timing, je me donne à peu près une demi-heure pour cette première partie, où on va parler de la carrière de Mahler, chef d'orchestre, et de son rapport à Wagner. Ensuite, on va se concentrer, ça va être la partie la plus touffue sur le Tristan de 1903 à Vienne, et on va finir avec le Tristan à New York en 1908. Alors, commençons. Donc Mahler, interprète de Wagner. Mahler arrive de Bohême à Vienne lorsqu'il a 15 ans pour commencer ses études au conservatoire de musique et à l'université en littérature antique et en philologie. Sa carrière de chef d'orchestre le mène aux 4 coins de l'Empire austro-hongrois. Je vous ai fait une petite carte là, pour ceux qui aiment la géographie. Mémorisez, parce qu'après on passe à la suite. Donc, il a commencé en Autriche, à Bad Hall, en Slovénie, ensuite Ljubljana, ensuite on monte à Olmütz, à côté de là où il est né, pas très loin de là où il est né, à Kalisz. Ensuite, on se transporte à Kassel en Allemagne, on va en République tchèque à Prague, on retourne en Allemagne à Leipzig, on va à Budapest en Hongrie, on retourne en Allemagne à Hambourg et on va, moment clé, à Vienne, en Autriche, comme vous savez tous, pour finir, alors évidemment ça c'est pas sur la carte, à New York en 1908. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. Donc là, je vous ai fait un petit tableau avec les dates de ces comment dire, appointments. Je ne sais plus parler français, moi. Voilà, quand il a été, de là où il a été engagé en tant que chef d'orchestre à gauche et avec les compositions. Alors, je vous dis tout de suite, avant que vous me disiez oui, mais vous n'avez pas mis les Rückert-Lieder. J'ai mis les symphonies pour vous donner une idée, et les leaders, je n'ai pas pu les mettre parce que voilà, ça aurait été écrit trop petit si j'avais tout mis. Donc, c'est surtout les symphonies pour vous donner une idée de la correspondance entre le chef d'orchestre et le compositeur. Donc d'abord, il commence en Autriche, à Bad Hall, dans une ville balnéaire. On ne sait pas très bien ce que Mahler a dirigé quand il était à Bad Hall, probablement des opérettes, des Singspiel, en tout cas pas d'opéra. Ensuite, à Ljubljana, en 1881, là où il est engagé en Slovénie, il dirige son premier opéra, qui est le Trouvère de Verdi. C'est là aussi qu'il dirige son premier Mozart, la flûte enchantée. Il dirige aussi du Rossini, du Gounod, le Freischütz de Weber,
qui était une œuvre importante pour lui, et de nouveau des opérettes. À Olmütz, en République tchèque, il y passera seulement 3 mois pour remplacer un chef qui a dû partir précipitamment. Et je vous cite un passage d'une lettre que Mahler a écrite à son ami Friedrich Löhr lorsqu'il était à Olmütz au sujet de son répertoire. J'aime beaucoup ce passage. « Je suis paralysé comme quelqu'un qui serait tombé du ciel. Jusqu'à maintenant, Dieu merci, j'ai presque exclusivement dirigé Meyerbeer et Verdi. En manipulant les choses habilement, j'ai réussi à sortir Wagner et Mozart du répertoire. » Et là, j'aime beaucoup le terme allemand, aus dem Repertoire hinaus intrigiert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mahler tolérait de diriger du Meyerbeer et du Verdi avec un orchestre de deuxième zone. Désolé Marc. On a avec nous un grand spécialiste de Meyerbeer tout au fond à droite, là qui se cache, Marc Everist. Donc voilà, Mahler aimait diriger du Meyerbeer, mais pas autant que Mozart et Wagner, qu'il ne tolérait pas de diriger avec un orchestre de deuxième voire troisième catégorie. Donc, on repasse là. À Kassel, en 1883, Mahler est toujours assistant-chef. C'est le chef principal qui dirige les grands classiques. Donc, par grand classique, on entend Mozart, Beethoven et Wagner. Il continue à diriger du Meyerbeer, du Rossini, du Donizetti. Et c'est vraiment là, à Kassel, que se termine sa période d'apprentissage comme chef assistant. À Prague, à partir de 1885, c'est là qu'il est reconnu comme un chef d'orchestre de premier ordre. Finalement, il dirige là à Prague Don Giovanni, et on a un témoignage de Johannes Brahms qui entend Mahler diriger Don Giovanni et qui trouve ça merveilleux. C'est là aussi à Prague qu'il dirige ses premiers opéras de Wagner, le Rheingold et la Valkyrie dans des productions de Bayreuth, et les maîtres chanteurs sans coupure. Donc c'est là qu'il commence cette pratique d'enlever toutes les coupes qu'on faisait traditionnellement dans les opéras de Wagner. En février 1886, pour l'anniversaire de la mort de Wagner, Mahler dirige la 9e de Beethoven par chœur pour la première fois de sa vie. Donc, il dirige pour la première fois de sa vie la 9e de Beethoven par chœur. Pas par chœur pour la première fois de sa vie. Ensuite, en 1886, il est nommé à Leipzig, au Neues Staatstheater. Là, je ne vais pas vous raconter tout ça parce que c'est trop long, on n'a pas le temps. Mais c'est compliqué parce que le chef principal est Arthur Nikisch et les deux sont très en rivalité et ils se battent pour Wagner, en gros. Et finalement, Mahler arrive à diriger ce qu'il veut quand Nikisch tombe malade. En gros, c'est ça, c'est le résumé de l'histoire. En 1888, il est nommé à Budapest directeur artistique de l'opéra. C'est aussi une période importante. Il dirige notamment le Ring en hongrois. Et à Hambourg, ça c'est aussi une période très importante, de 1891 à 1897. Au Staatstheater, là, il est premier Kapellmeister. Maintenant, la programmation, il n'a pas tout à fait la liberté de décider entièrement de la programmation parce que Bernard Poligny règne sur le Staatstheater avec une main de fer et Poligny quand même décide du répertoire. Donc Mahler arrive à négocier certaines choses au niveau du répertoire. Notamment, il obtient en 1887 le droit de diriger Wagner, Mozart et Beethoven, qu'il appelle la Sainte Trinité. C'était la Sainte Trinité de Mahler, le chef. C'est aussi à Hambourg qu'il instaure un cycle. En fait, il n'instaure pas un cycle Wagner annuel. Il y avait déjà un cycle Wagner annuel quand il est arrivé, mais il l'a continué et il l'a développé. Et surtout, c'est à Hambourg, en 1892, qu'il dirige son premier Tristan. C'est là aussi qu'il va diriger les premières d'opéras de Tchaïkovski, qu'il a toujours dirigé avec beaucoup de passion, Eugène Onegin, Jolanta. Tchaïkovski restera dans son répertoire aussi à New York. Et La Reine de Pique de Tchaïkovski est le dernier opéra qu'il a dirigé à New York en mars 1910. Il a aussi dirigé à Hambourg les œuvres de Bedřich Smetana, qui était un compositeur tchèque qu'il admirait beaucoup, qu'il dirigeait aussi avec beaucoup de conviction. Dalibor, les deux The Two Widows, les deux veuves, et la fiancée vendue, merci, de Bartlett Bride, la fiancée vendue. J'ai toutes les notes en anglais, donc vous m'excuserez si je fais des anglicismes.
Hambourg aussi, très important, parce qu'après la mort de Bülow, de Hans von Bülow en 1894, Mahler a dirigé les concerts d'abonnement à Hambourg, les concerts symphoniques. Donc il a repris le flambeau de Hans von Bülow, qui avait établi cette grande tradition de concerts symphoniques à Hambourg. Et là, il dirige surtout du Beethoven et du Berlioz, la quatrième de Bruckner en 1895. Et si vous voulez, pour vous faire un petit résumé, les œuvres qu'il a le plus dirigées en concert dans sa vie sont Wagner en premier, 235 performances de Wagner, Beethoven et ensuite sa propre musique. Ça, là, je vous parle vraiment de Mahler, chef de concert, son répertoire symphonique, pas de l'opéra. Après Hambourg, Vienne. Donc Vienne, c'est vraiment le but qu'il s'est fixé depuis le début de sa carrière. Il arrive à Vienne en 1897, il y restera 10 ans. Voilà, là, il est Kapellmeister et il est directeur de l'Opéra de Vienne. Donc c'est là vraiment que finalement, il a toute la liberté d'implémenter ses réformes artistiques. Il réforme tout, il change l'ensemble des chanteurs, il change les traditions, il supprime la claque, voilà, le côté diva des chanteurs d'opéra qui se faisaient applaudir tout le temps par des gens qui étaient dans le public, etc. Donc en fait, si vous voulez, à Vienne, Mahler effectue des réformes qui sont très semblables à celles que Wagner a fait à Bayreuth. Ça, c'est une citation de Bruno Walter sur Gustav Mahler, le chef d'orchestre. Donc même, il écrit, même s'il était absorbé par le travail musical avec les chanteurs et les musiciens pendant une répétition sur scène avec l'orchestre, le dramaturge à l'œil de lynx qui était en lui observait tout. Rien ne lui échappait sur scène, dans l'interprétation, les lumières, les costumes, tout était sous son œil vigilant. Donc on a vraiment une image de Mahler, un peu le Gesamtdirigent, donc le chef qui veut avoir un œil sur tous les aspects de la production et pas seulement la direction musicale. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comment dire, ces capacités-là que Mahler a essayé de développer en fait déjà très tôt dans sa carrière. Il a pu vraiment les mettre en pratique totalement à Vienne une fois qu'il avait la liberté de décision, ce qui n'était pas le cas avant. Donc la grande période viennoise de Mahler implique justement ces opéras qu'il a produits avec Alfred Roller, sur lequel on va revenir quand on discute le Mahler de Tristan et le Mahler de Tristan. Le Tristan de Mahler et Roller en 1903. Donc avec Roller à Vienne, ils ont fait Tristan en 1903, Rheingold et la Valkyrie en 1905-1907. Ils ont fait aussi un cycle Mozart et un Fidelio de Beethoven en 1904. Donc jusqu'au départ de Mahler à New York, fin 1907, début 1908, Mahler a beaucoup travaillé avec Alfred Roller. C'était vraiment la grande période de la production d'opéra de sa vie. Les trois opéras qu'il a le plus dirigés à Vienne, c'est les Noces de Figaro, La Flûte enchantée et Tristan, dans cet ordre-là de fréquence. Comparé à son successeur Hans Richter, non, à son prédécesseur, pardon. Tout d'un coup, j'ai un doute. Mahler, clairement, par rapport à d'autres chefs, dirige rarement du Meyerbeer, du Gounod et du Rossini, qui sont vraiment des œuvres qui étaient à cette époque-là beaucoup plus jouées. Donc clairement, par rapport à la tendance, disons, générale des chefs de son époque, Mahler mettait l'accent sur Wagner et sur Mozart et favorisait moins le répertoire français et du bel canto italien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de son style et de sa technique. Alors voilà, on va seulement se concentrer sur certains aspects. Qu'est-ce qu'on sait de la pratique de chef d'orchestre de Mahler? Quelles étaient les caractéristiques de sa pratique? Quel genre de chef était-il? Comment se comportait-il sur le podium? Comment son style était-il décrit et perçu? Comme vous le savez, on n'a pas d'enregistrement de Mahler qui dirige un orchestre. Le seul document sonore qu'on ait de Mahler, c'est les enregistrements sur piano Welte qu'il a fait en 1905 à Leipzig. On a quelques enregistrements qui sont disponibles sur YouTube si vous ne les avez pas déjà entendus.
mais c'est tout ce qu'on a. Donc on a Mahler qui joue sur un piano Welter, on n'a pas évidemment de Mahler qui dirige un orchestre. Alors comment est-ce qu'on peut reconstruire les caractéristiques de Mahler, le chef d'orchestre? Alors les sources, ce sont les écrits. Alors lui-même a écrit directement sur son interprétation dans des lettres, dans sa correspondance. On a aussi une source très importante qui est les écrits de Nathalie Bauer-Lechner, qui était la confidente de Mahler jusqu'à l'arrivée d'Alma dans sa vie. Là, elle a disparu illico, parce qu'il n'y avait pas de place pour d'autres femmes dans la vie de Mahler une fois qu'Alma était arrivée, Alma Schindler. Donc les écrits de Nathalie Bauer-Lechner sont une source vraiment importante pour nous renseigner sur ce que Mahler a dit, sur l'interprétation et sur la direction d'orchestre. Elle retranscrivait de manière, on pense, assez fidèle les propos de Mahler. On a des partitions à noter. Alors malheureusement avec Mahler, il ne notait pas énormément de choses. Ça c'est une page, bon vous ne voyez pas très bien là, je vous accorde, mais c'est une page du Tristan qui se trouve à Vienne. Cette partition était disponible tant qu'un certain Monsieur Paul Thun était aux mains des archives d'un ex-agent de la CIA, pour la petite histoire, aux mains des archives de l'Opéra de Vienne, et malheureusement maintenant elle n'est plus trop disponible, mais si ça intéresse quelqu'un, j'ai tout photographié. Donc j'ai tout le Tristan photographié. Cette partition a été utilisée par des dizaines de chefs, donc ce qui est très compliqué, c'est de comprendre où est Mahler. Et vous avez du crayon bleu, vous avez du crayon rose, vous avez du crayon rouge. Karajan utilisait un crayon bleu qui ressemble hyper beaucoup au crayon de Mahler et même un petit peu à son écriture, donc c'est vraiment pas facile de comprendre où est Mahler, mais voilà, disons en bref, sans entrer dans les détails, plusieurs chercheurs sont d'accord pour dire que Mahler est probablement là avec ces changements de nuances, c'est-à-dire là vous avez un piano qui recouvre un forté pour les vents, et on a des dizaines d'exemples comme ça dans la partition de changement de nuances, et on pense que ça c'est Mahler. Mais bon, on n'a pas vraiment de preuves de tout ça, c'est assez compliqué. C'était juste pour vous donner un exemple. Donc on a quelques partitions à noter, mais encore une fois, Mahler ne notait pas énormément de choses, donc c'est un document qui est plutôt un type de document qui est plutôt décevant pour le chercheur qui essaye de reconstituer la pratique de direction d'orchestre de Mahler. J'ai oublié de vous dire que si vous avez une question urgente, il ne faut pas hésiter à la poser. N'attendez pas 1h30 parce que vous risquez de l'oublier. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. On a aussi donc des témoignages, des comptes rendus de concerts qui sont très précieux pour reconstituer la figure de Mahler chef d'orchestre. On a aussi des enregistrements d'artistes qui ont travaillé avec Mahler. Donc on a des chanteurs qui ont été enregistrés, qui ont travaillé avec Mahler. Anna von Mildenburg, on a un enregistrement de 1904. On n'a pas beaucoup de ces enregistrements de chanteurs qui ont travaillé avec Mahler. Et évidemment, ce qui est compliqué, c'est que quand on entend un chanteur qui a travaillé avec Mahler, c'est très compliqué de comprendre dans ce qu'on entend qu'est-ce qui serait dû à l'influence de Mahler et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ce n'est pas du tout une science exacte. Mais voilà, si on met tous ces documents-là ensemble, ça peut nous donner une image de la direction de Mahler. Et on a aussi l'iconographie, donc les caricatures surtout. Je vous ai montré, on va voir plusieurs images de ça. Là, maintenant, on se concentre brièvement, on va dire, sur deux sources. Les écrits de Bauer-Lechner qui rapportent les propos de Mahler sur la direction d'orchestre et sur l'interprétation. Et aussi quelques exemples de comptes rendus critiques qui parle de Mahler chef d'orchestre. Donc, je vais passer, j'ai trois petits extraits. Tout d'abord, voilà le premier extrait de Bauer-Lechner, donc, qui rapporte les propos de Mahler sur l'interprétation. Alors, voici ce qu'il dit, notamment. Il s'agit de faire les choses simplement, donc il utilise vraiment machen, c'est pas jouer, c'est pas interpréter, mais c'est machen, faire. Faire les choses simplement telles qu'elles sont, sans rien ajouter. Et là, il a une phrase un peu iconique, comme on dirait. Ein mehr kann nur ein weniger sein. Donc ajouter ne peut que détracter, ne peut qu'enlever. Ajouter ne fait qu'enlever. Au début, j'ai fait cette erreur, donc c'est Mahler qui parle de sa propre carrière d'interprète. Mes interprétations étaient trop artificielles et recherchées, j'ajoutais trop de moi-même.
Bien plus tard, j'ai trouvé le chemin vers la vérité, la simplicité et l'économie. Ensuite, j'ai réalisé que l'art véritable, donc ça c'est die echte Kunst, ça pourrait être Wagner qui parle là, l'art véritable résidait uniquement dans ce qui est libre de toute artificialité. Donc là, on a plusieurs idées importantes. L'idée que la performance, donc l'exécution musicale, doit être simple, qu'il s'agit de jouer ce qui est sans trop ajouter, donc ça c'est Mahler qui le dit, et que le chemin vers une certaine vérité serait justement dans le fait de jouer simplement, avec simplicité, sans trop ajouter. Et là on dirait que Mahler associe le fait d'ajouter, donc d'ajouter de lui-même en tant qu'interprète, avec une idée de superficialité. Bon, on peut ne pas être d'accord, hein, mais là je vous présente ce que, voilà, la vision de Mahler à un certain moment donné dans sa vie, qui peut changer bien sûr. Un autre passage maintenant, là voilà, alors, là il y a beaucoup de textes, mais après ça, je ne vais pas il n'y aura pas tout le temps autant comme ça, autant sur la slide. Alors, comment un chef devrait diriger? Donc diriger l'orchestre devrait être une élimination continuelle de la mesure afin qu'elle disparaisse derrière le contenu mélodique et rythmique. Ça c'est une notion qui revient tout le temps dans les paroles de Mahler, mélodische und rhythmische Gehalt. Donc ça c'est vraiment une notion wagnérienne. On va parler après un petit peu de la théorie wagnérienne, mais ça c'est vraiment les idées de Wagner. L'idée du contenu mélodique qui est vraiment à la base de tout. Dans sa façon de diriger, donc ça c'est Bauer-Lechner qui parle de Mahler, hein. Dans la façon de Mahler de diriger, il est souvent impossible de distinguer la mesure qu'il utilise. Il passe souvent complètement outre le premier temps d'une mesure et insiste plutôt sur tout autre temps où l'accent doit être mis. Donc il y a cette idée d'accentuation qui peut varier au niveau de la mesure. Le contenu mélodique et rythmique, ça c'est un passage à une autre page, doit être clairement exprimé en tout temps. Ça aussi, c'est une notion profondément wagnérienne. Dans les écrits de Wagner sur l'interprétation, on retrouve toujours cette idée de contenu mélodique et de Deutlichkeit. Le fait que ce contenu mélodique, qui est pour Wagner en fait le contenu musical premier, doit être clairement exprimé, clairement joué. Il revient tout le temps là-dessus. Donc on voit que Mahler a vraiment absorbé la théorie wagnérienne quand il parle de l'interprétation. Et un autre passage encore, à la fin, la plupart des chefs ne comprennent pas comment distinguer ce qui est important de ce qui n'est pas important de ce qu'il est. Donc, cette idée qu'un bon interprète doit discriminer, c'est pas un mot très à la mode, mais je l'utilise dans un sens bien précis. Discriminer, ça veut dire faire la différence entre les événements et, dans ce cas-là, se concentrer sur ce qui compte. Et ce serait pour Mahler la fonction d'un interprète, c'est de discriminer ce qui est important et de faire entendre ce qui est important et de laisser tomber le reste. On a aussi l'idée d'une notion relative du tempo, donc ça c'est le dernier extrait. La relation proportionnelle correcte de chaque section de la pièce est beaucoup plus importante que le tempo initial. Ce qui compte, c'est que le tout soit vivant. Donc Mahler parle à plusieurs reprises de cette notion relative du tempo. Donc on a une opposition ici entre des repères fixes, la régularité, le temps mesuré, la mesure, et la vision mahlérienne qui propose une emphase sur ce qui est important, sur le moment, sur la relation des sections de la pièce entre elles, plus que, pour lui, c'était pas du tout important de jouer une pièce toujours avec le même tempo. Et d'ailleurs, on a plusieurs témoignages de musiciens qui se plaignent que c'était très difficile de jouer sous Mahler parce qu'un jour, il pouvait prendre un tempo très rapide et le lendemain, très lent. Et il le dit même quelque part, il dit qu'il faisait exprès parce qu'il voulait que les musiciens soient toujours sur le qui-vive et qu'ils ne tombent pas dans la routine et qu'ils ne s'attendent jamais à ce qui arrive avec lui. Maintenant, regardons un petit peu la réception dans les comptes rendus critiques. Vous avez ici un dessin fameux de Hans Schließmann, un hypermoderner Dirigent, un chef super moderne. Vous voyez un Mahler, j'aime beaucoup cette image, qui s'agite dans tous les sens et on a vraiment tous les mouvements qui sont décomposés.
Donc voilà, pour vous faire un résumé, on a beaucoup de comptes rendus qui décrivent Mahler, le chef d'orchestre. Évidemment, je ne vais pas tout aborder ici maintenant. Il y a quelques expressions que j'aime bien. En 1908, Romain Roland comparait Mahler à un chat épileptique. Alors j'ai toujours voulu trouver une image de chat épileptique pour une conférence, mais bon, je me suis dit que c'était peut-être mieux de laisser ça à l'imagination. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça pouvait donner. C'est sûrement mieux de s'imaginer. William Ritter, l'écrivain neuchâtelois, donc de mon pays, la Suisse, qui était un des grands, un fervent admirateur de Mahler depuis la première heure et qui l'a suivi pour les créations de ses symphonies importantes et qui a écrit des critiques merveilleuses, peut-être vous le connaissez, merveilleuses des symphonies de Mahler. Donc William Ritter le décrivait comme dirigeant comme un fou, assis, debout, tapant des pieds, sautant comme un diable hors de sa boîte, étant de tous les côtés à la fois, menant à droite, à gauche, devant, derrière. Il y a même une histoire justement où Ritter était assis à côté du podium et qui, voilà, Mahler a failli lui arriver dessus, il gesticulait comme un fou. On a ces images-là qui sont très 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 connues, les silhouettes de Otto Böhler, qui datent à peu près de la même période, donc du début du XXe, qui montrent aussi, c'est vraiment l'idée de mouvement perpétuel et de gestes et de mouvements qui sont assez dansants. C'est très intéressant de comparer ces silhouettes de Mahler avec, justement, voilà, c'est l'info qui me manquait tout à l'heure, avec celle de Richter, qui est bien donc le prédécesseur de Mahler, et pas le successeur, n'importe quoi. C'était Furtwängler, Weingartner, le successeur de Mahler à Vienne. Donc le prédécesseur de Mahler, c'est bien Hans Richter. Donc si vous regardez, vous avez Hans Richter à gauche, Gustav Mahler à droite. Si vous regardez Hans Richter, tout a l'air bien ordré, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin à l'histoire. Il monte sur le podium, il fait son boulot, il dirige, il reçoit probablement Anton Bruckner une couronne de laurier et il redescend. Donc on a un récit cohérent avec un début, un milieu et une fin. Par contre, quand on regarde Mahler, on n'a pas du tout ça. On n'a pas d'histoire ordrée chronologiquement. On le voit arriver, mais bon, après, voilà, on le voit diriger un peu dans tous les sens. On voit ces fameuses lunettes sur lesquelles la lumière se reflétait, qui apparemment lui donnaient un air terrifiant quand il dirigeait. Et en fait, c'est comme si l'image ne pouvait pas contenir les mouvements de Mahler qui sort du cadre. Le critique Max Graf donne un compte-rendu assez intéressant de Mahler qui dirige à Vienne. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais en gros, il dit qu'on voyait sa baguette qui tout d'un coup se levait, comme il compare sa baguette, en fait, le mouvement de la baguette à la langue d'un serpent venimeux. En fait, tout d'un coup, il plaçait son regard sur un musicien particulier qui était assis très très loin de lui et qui l'homme tremblait, qui donnerait une indication avec sa baguette mais qui regarderait dans une autre direction. Enfin bref, il régnait en fait sur cet orchestre probablement un peu par la terreur, comme d'autres avant, pendant et après lui d'ailleurs, c'est vraiment pas le seul. Max Graf raconte qu'il regardait la scène avec des gestes implorants pour les chanteurs. Qui saute de sa chaise de conducteur, de chef d'orchestre, qui saute de sa chaise de chef d'orchestre comme s'il a été piqué par un insecte et qu'il était toujours en mouvement comme un feu, une flamme en fait. Ça c'est une critique qui décrit assez bien le style de Mahler. Et ça fait beaucoup penser à une autre critique, mais cette fois de Wagner, le chef d'orchestre, que vous connaissez sans doute, c'est George Bernard Shaw, qui décrivait Wagner justement en termes de regard. Il disait qu'il avait un regard tendu et névralgique, que sa baguette était soudainement agitée en l'air. C'est très similaire cette description. Après un moment de confusion, un départ chaotique était fait, et son regard ne se relâchait jamais. Donc, il y a vraiment cette idée de nervosité comme un mouvement perpétuel. Après, il y a d'autres témoignages qui parlent de Mahler chef d'orchestre, qui montrent que son style a évolué au long de sa carrière, et que si au début il était assez nerveux et agité, peu à peu il a appris aussi une certaine économie et à être plus calme,
On dit qu'il gesticulait beaucoup quand il était jeune et qu'après, progressivement, il est devenu plus sobre dans son style. Donc voilà, il y a un des points communs entre les comptes rendus qui racontent Wagner, le chef d'orchestre, et Mahler, le chef d'orchestre, c'est vraiment la confusion de certains musiciens qui jouaient sous sa baguette, qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui ne comprenaient pas ce que les chefs voulaient. Là, on peut vraiment voir que Wagner avait instauré un nouveau style de direction d'orchestre qui probablement, pendant une phase de transition, rendait les musiciens perplexes parce que voilà, il leur manquait peut-être la mesure à laquelle ils avaient été habitués. Alors évidemment, ce n'est pas Wagner qui a tout inventé, mais disons qu'il a vraiment initié un processus de changement complet au niveau de l'art de la direction d'orchestre. Il y a un point très important de la réception de Mahler, le chef d'orchestre. Un musicien de l'orchestre de Vienne, anonyme, envoie une lettre à Mahler qui a été retranscrite par Bauer Lechner, une lettre très importante, qui dit « Très estimé Kapellmeister, vos tempi, vos nuances et votre accentuation, tous ces aspects étaient wagnériens dans le vrai sens du terme. Le maître lui-même dirigeait ainsi. » Donc on sait que c'est un musicien qui avait dirigé aussi à Vienne sous Wagner. Votre direction est vraiment wagnérienne car vous savez comment modifier le tempo avec une parfaite fidélité aux intentions du maître. Depuis Wagner et Bülow, je n'ai jamais fait l'expérience d'être dirigé de cette manière. Donc, on a une filiation qui est établie, Wagner, Bülow, Mahler, au niveau du style. Mahler était comparé souvent à Wagner, justement, et aussi à son autre père spirituel. Wagner et Bülow fonctionnaient un peu comme deux pères spirituels pour Mahler. Et on a dit de Mahler à plusieurs reprises qu'il était un second Bülow, Hans von Bülow. Donc, on parle de la modification de tempo de Mahler. Alors là, je ne sais pas justement à quel point vous êtes familier avec cette... peut-être que vous avez une conférence récemment justement sur ce sujet, mais je voulais juste en dire quelques mots. Oui, alors là, je vais en dire quelques mots rapides, parce que si je veux tenir mon timing, voilà. Alors, Mahler et Wagner. Donc voilà, je voulais juste dire quelques mots sur justement la réception de Mahler, des écrits théoriques de Wagner et de ce que Wagner a dit ou écrit sur l'interprétation musicale, parce que comme on l'a déjà vu, c'est absolument fondamental pour comprendre Mahler, le chef d'orchestre, de comprendre ce qu'il a retiré de Wagner. Donc Wagner expose sa notion de l'interprétation sur la direction d'orchestre, qu'il a écrit en 1869. Et ça, c'est voilà, le début du traité. Le traité commence ainsi. Ce traité n'est pas destiné aux chefs d'orchestre eux-mêmes, mais aux musiciens et aux chanteurs, car eux seuls sont à même de juger s'ils sont bien dirigés, ce qui arrive très rarement. Ça, j'adore ce début. Bon, il avait un point, comme on dit en anglais, de décider de non pas écrire un traité qui serait technique à l'usage des chefs d'orchestre, mais plutôt, en fait, Über das Dirigieren est vraiment un livre sur l'interprétation musicale, plus que sur la technique de direction d'orchestre. Donc on voit tout de suite que pour Wagner, l'interprétation est liée à la vocalité et au chant. Il mentionne tout de suite les chanteurs. Et ça, c'est clairement lié à sa conception profonde. Donc sa conception de la direction d'orchestre, Wagner la situe dans le cadre de son expérience d'entendre la 9e de Beethoven à Paris par l'orchestre du Conservatoire en 1839. Il écrit « J'ai immédiatement compris le secret pour la jouer correctement. L'orchestre avait appris à reconnaître le mélos de Beethoven dans chaque mesure et l'orchestre chantait cette mélodie. » Donc, selon Wagner, le concept, sa perception d'une exécution correcte, donc d'une performance correcte, dépend du mélos, et c'est le terme qu'il utilise pour décrire ce contenu mélodique et dramatique d'une œuvre. Donc, comme peut-être vous savez déjà, ce mélos n'est pas équivalent à mélodie, mais c'est vraiment une notion sur laquelle Wagner théorise dans plusieurs de ses écrits sur l'interprétation, qui englobe le drame. Donc c'est vraiment le mélos, enfin c'est comme ça que je le comprends. Après, en fait, c'est vraiment assez débattu. Qu'est-ce que Wagner veut dire exactement par mélos? Les chercheurs ne s'accordent pas toujours forcément. Il y en a qui disent qu'il utilise le mélos comme équivalent, comme mélodie, parce que ça fait plus, savant. Moi, je ne pense pas. Je me range du côté de ceux qui pensent que le mélos de Wagner veut dire autre chose que juste la mélodie. Et ça inclut vraiment le contenu dramatique,
qui est pour Wagner exprimé par la mélodie. Donc c'est vraiment un peu les deux. Donc l'orchestre du conservatoire chante le Mélos de Beethoven, et donc on a un lien de nouveau entre musique instrumentale et chant. Et donc comme le résume Wagner dans ce traité Über das Dirigieren sur la direction d'orchestre, les musiciens doivent jouer comme s'ils chantaient. Ça, c'est un principe fondamental. Et c'est l'idée que dans toute musique, il y a une mélodie principale. Encore une fois, il ne s'agit pas vraiment d'une voix particulière contrapuntique, c'est un concept un peu plus large, mais il y a une mélodie principale à trouver qui doit ressortir absolument. Qui fait vraiment, voilà, qui nous ramène à ce que Mahler disait à propos des chefs qui ne comprennent pas ce qui est important et du contenu mélodique. Donc clairement, Mahler a vraiment récupéré ces notions wagnériennes de mélos et de mélodie principale. Et on sait que les successeurs de Wagner, Bülow, Mahler, plus tard Karajan, chantent pour l'orchestre. Donc c'est devenu une pratique vraiment commune. Et on a des témoignages de musiciens à New York qui racontaient justement que Mahler chantait devant l'orchestre pour expliquer et qu'il les faisait respirer entre les phrases. Donc Mahler adoptait ce qui peut nous sembler très commun aujourd'hui, parce que je pense que tous les chefs quasiment le font aujourd'hui, donc ça paraît un peu, voilà, bon, quoi de neuf, mais en fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, c'était quand même une nouveauté de faire ça de manière systématique. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous savez si c'était Berlioz qui dirigeait la... Non, c'était Habeneck, là. Ah, ok. Ouais. Parce que il me semble que Berlioz dirigeait pas mal aussi, je ne sais pas si quelqu'un sait sur le sujet ou... Alors là, en tout cas, c'était Habeneck. Il le mentionne par nom dans d'autres textes. Et puis là aussi, en fait, on sait que c'était François-Antoine Habeneck. Parce qu'il y a notamment la Fantastique, il me semble, qui a été créée par le conservatoire un peu plus tôt. Et il était très influencé par Wagner. Je crois qu'il a ramené le tuba d'Allemagne. Et il a imposé que le tuba soit joué finalement dans la Fantastique à la place des ophicléides qui ne jouaient pas très juste à l'époque. Et je ne sais pas si après il a été influencé aussi par la direction de Wagner ou... je ne sais pas s'il était un très bon chef ou... Vous dites voilà. Berlioz. Berlioz, oui, je parle de Berlioz. C'est surtout Wagner qui a été influencé par Berlioz. Oui, je suppose, oui. Oui, surtout dans ce sens-là, en fait. Et d'ailleurs, voilà, on voit un peu probablement que Wagner a écrit son traité en réaction, en fait, au traité de Berlioz. Donc, ils étaient il était très en rivalité avec tout le monde, mais notamment avec Berlioz. Donc, ce que fait Wagner dans son traité, c'est que voilà, le principe, c'est de trouver le mélos dans une pièce musicale. Il s'agit de trouver le mélos, et que si on trouve ce mélos, ça va nous donner le bon tempo. Alors évidemment, Wagner, comme dans ses écrits, il est très souvent paradoxal. Dans un passage, il dit qu'il faut commencer par chercher le mélos et que ça va nous donner le bon tempo. Et 2 lignes plus bas, il dit exactement le contraire, qu'il faut trouver d'abord le bon tempo et que c'est ça qui va nous donner le mélos. Donc ce qu'on comprend de ça, c'est que les deux sont indissociables et qu'il faut avoir les deux. On ne comprend pas très bien dans quel ordre il faut chercher, mais en fait, ça va ensemble. Voilà, c'est ça l'idée principale, parce que si je vous résume en détail la théorie wagnérienne sur le mélos, on en a pour 2 heures, donc on fait bref. Les deux concepts sont liés l'un à l'autre, et voilà, vous avez compris, donc la tâche principale du chef d'orchestre, c'est de chanter la partition comme un chanteur le ferait. Et c'est là qu'il arrive avec cette idée fondamentale de la pratique de la modification de tempo. Donc, Wagner critique justement les chefs qui se cantonnent à la mesure. Il pense que la mesure, ça enserre la musique comme un corset. Il prône justement une notion relative du tempo et dit que la musique s'articule autour des phrases et pas des barres de mesure. Et là, c'est une petite pique destinée à Berlioz qui donnait des indications métronomiques dans son traité, et Wagner, évidemment, a pris le contrepas. Donc, l'idée, c'est que le tempo doit être flexible, que le tempo se situe dans un continuum entre l'adagio et l'allegro, entre le très lent et le très rapide. Wagner dit aussi qu'on ne peut jamais être trop lent et qu'on ne peut jamais être trop rapide, donc il était un adepte des extrêmes, et que la modification de tempo, c'est vraiment une pratique de modifier le tempo de façon imperceptible pour passer d'un extrême à l'autre. Et on pense à son art de la transition, l'affaire Wandlungsmusik, et le fait que voilà, tout doit s'effectuer dans une transition sans rupture brusque. C'est un peu l'idée wagnérienne.
Maintenant, très rapidement, parce que je suis en retard sur mon planning, donc je vous la fais rapide. Évidemment, l'influence de Wagner sur Mahler n'est pas seulement au niveau des écrits théoriques et de la question de la direction d'orchestre. Il y a une image plus générale de leur relation que je vais vous résumer brièvement. On est en février 1883, Mahler est à Olmütz, donc en Moravie, il est Kapellmeister du théâtre municipal, et un chanteur du théâtre raconte la chose suivante. Un jour, j'ai trouvé Mahler au café complètement absorbé. Quand je lui ai demandé pourquoi il était si triste, il a répondu qu'il avait reçu de mauvaises nouvelles. Son père était malade. Le lendemain, je vois un homme courir comme un fou, sanglotant bruyamment dans la rue. Je finis par reconnaître Mahler. Me souvenant de ce qu'il m'avait dit, je lui demande anxieusement, « Au nom du ciel, quelque chose est-il arrivé à votre père ?» Le pire, gémit Mahler, le pire est arrivé. Le maître est mort. C'était le 13 février 1883, Richard Wagner venait de nous quitter. C'était impossible de parler à Mahler pendant les jours qui ont suivi. Il venait aux répétitions et aux concerts, mais restait inaccessible à tous pendant longtemps. Donc pour Mahler, la mort de Wagner, dans cette histoire, était pire que la perspective de perdre son propre père. Quelques mois plus tard, en juillet 1883, Mahler finalement se rend à Bayreuth pour la première fois de sa vie pour entendre Parsifal, le dernier opéra de Wagner. C'est là qu'il entend Parsifal. Il va à Bayreuth pour la première fois en juillet 1883 et il entend Parsifal pour la première fois. Et c'est ça qu'il écrit à son ami Leur en rentrant. Je peux difficilement te décrire l'état dans lequel je suis. Lorsque je suis sortie du Festspielhaus, incapable de prononcer un mot, j'ai su que je commençais à comprendre ce qu'il y a de plus grand et de plus douloureux et que je le garderai en moi, intact pour le reste de mes jours. La réaction de Mahler à Parsifal, donc, s'exprime par une souffrance, une grande souffrance, das Schmerzlichste en allemand, il définit ça comme une expérience artistique fondamentale et formatrice qui doit rester enfouie à l'intérieur de lui-même et qui ne peut pas être profanée. Donc, qui ne peut pas être décrite avec des mots, qui ne peut pas être communiquée avec des mots. Alors, qui était Wagner pour Mahler? Quelle relation est-ce que Mahler entretenait avec cette figure de Wagner qui pourrait justifier une réaction si forte à sa mort? Alors, cette histoire de la relation de Mahler à Wagner est marquée par une série de rencontres manquées. En fait, ils auraient pu se rencontrer plusieurs fois, mais ça ne s'est jamais produit. La première fois à Vienne, lorsque Mahler fait ses études à Vienne en septembre 1875, Wagner arrive pour superviser des productions de Tannhäuser et Lohengrin. Et une fois, en 1876, Wagner dirige Lohengrin lui-même à Vienne. Alors la question c'est, est-ce que Mahler a assisté à une de ces représentations? On n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. On a le témoignage d'un pianiste russe qui raconte que, alors je cite, Mahler m'a raconté que lorsqu'il était jeune, il était parvenu à assister à un concert que Richard Wagner dirigeait à Vienne. Est-ce que c'était le Lohengrin de 1876? On ne sait pas. L'effet de la musique de Wagner sur ce jeune homme fut étourdissant. Mais lorsqu'à la fin du concert, Wagner fut ovationné, le jeune Mahler ne resta pas pour en être témoin. Il n'essaya pas non plus de s'approcher de la scène pour mieux voir le maître adoré. Le programme était terminé, cela signifiait la fin du concert pour Mahler. L'élément personnel ne l'intéressait pas, il sortit de la salle. Donc, d'après cette source, Mahler a vu diriger Wagner au moins une fois à Vienne, mais il est parti en courant à la fin, donc ils ne se sont pas parlé. Alors, ça c'est mon histoire préférée, l'histoire du vestiaire. Et c'est Alma Mahler qui raconte cette histoire, cette anecdote qui confirme justement que Mahler a évité tout contact avec Wagner. Alors, je lis. Hier, Gustav Mahler m'a dit que lorsqu'il était jeune, à Vienne, à la fin d'un concert, il s'était retrouvé dans le vestiaire en même temps que Richard Wagner. Il n'avait jamais vu Wagner auparavant, et son respect et son amour pour lui étaient si grands que son cœur s'est arrêté de battre. Mahler se tenait juste derrière Richard Wagner, qui se débattait dans les manches de son manteau d'hiver. La soudaineté de cette expérience avait plongé Gustav Mahler dans un état d'angoisse extasiée. Et tout paralysé qu'il était, il était incapable d'aider son idole à mettre son manteau. Il m'a avoué avoir souffert de cet incident pendant de nombreuses années. Bon,
c'est Elma Mahler qui raconte. Oui, il faut se méfier. Mais en même temps, je ne sais pas, cette histoire, j'aimerais bien croire qu'elle est vraie, parce qu'elle est assez profonde. Et elle colle surtout avec les autres témoignages qu'on a. Il y a vraiment l'idée que Mahler ne pouvait pas faire face à Wagner, qui ne voulait pas lui parler ou qui ne pouvait pas lui parler. Et il y avait une souffrance qui était liée en fait à ces rencontres manquées. Et alors dans la série des rencontres manquées, on a encore 2 épisodes. On a Pèlerinage raté 1, c'était en 1880. Mahler a prévu avec des amis à lui de marcher jusqu'à Bayreuth pendant 3 semaines. Ça lui aurait pris 3 semaines. Il avait fait tout un planning justement pour marcher jusqu'à Bayreuth en 3 semaines. Mais finalement, il a été engagé à Bad Hall pour son premier, il a eu son premier engagement en tant que chef d'orchestre à Bad Hall. Donc ça l'a empêché de mettre ce projet à exécution. Et on a Pèlerinage raté 2, puisque lorsque le festival de Bayreuth réouvre en 1882 avec la première de Parsifal, plusieurs des amis wagnériens de Mahler se rendent à Bayreuth, Hugo Wolf notamment, Guido Adler, mais cette fois, Mahler était coincé en Hongrie pour tout l'été, il travaillait comme professeur de piano dans une famille, donc de nouveau, pèlerinage raté. Donc Mahler a non seulement raté la première de Parsifal, mais il a aussi raté une autre occasion d'entendre Wagner diriger, puisqu'on sait qu'à la fin de la dernière performance de la saison, Wagner a remplacé Hermann Lévy au pupitre pour les 25 dernières minutes de Parsifal. Donc quand Wagner est vivant, Mahler ne parvient pas à le rencontrer ni à lui parler, et les réactions de Mahler à la présence de Wagner et à sa musique sont exprimées par un manque de mots, je ne peux pas décrire, je ne peux pas parler, par un silence et par une souffrance. Et c'est après ça que Mahler devient chef wagnérien. Il dirige son premier opéra à Prague, comme je vous ai dit, et à partir de Leipzig, il fera tous ses débuts avec un opéra de Wagner. Donc, quelque part, Mahler peut faire face à Wagner en dirigeant sa musique à travers son activité d'interprète. Et donc, on a ce silence qui se transforme en exécution musicale. Alors là, on fait une micro-pause parce que je change de PowerPoint. Et je passe à la phase 2. Et ne vous inquiétez pas si je vois que j'ai trop de matériel, je ne vais pas vous ensevelir. Je passerai plus vite sur certaines choses. Ok, la phase 2. Alors, donc Tristan. Quand est-ce que Mahler a dirigé Tristan pour la première fois? C'était à Hambourg, donc en 1882. Il l'a ensuite dirigé à de nombreuses reprises à Hambourg, à Vienne et à New York. Et là, on a justement... excusez-moi, je vais juste faire ça. Voilà. Ce focus sur Vienne en 1903. Donc, vous avez une photo d'Alfred Roller ici à droite. Je recommence par Wagner. Alors, dans sa recherche autour de l'œuvre d'art totale, Richard Wagner était préoccupé par cette relation entre la dimension auditive et visuelle de ces drames musicaux. Dans le texte sur le terme Musikdrama, voilà ce que Wagner écrit, très connu, définition très connue. J'aurais volontiers appelé mes drames faits musicaux rendus visibles, ersichtlich gewordene Taten der Musik, les faits musicaux devenus visibles. Donc là, déjà, on a une conflation, je ne sais pas si on peut dire ça en français, du sens de la vue avec le sens de l'audition. Dans le même essai, et c'est ce que vous avez en dessous là, Wagner commente sur l'acte 2 de Tristan, « Il ne se passe pas grand-chose d'autre que la musique, car je ne propose presque rien à voir. » Donc selon Wagner, dans Tristan, en tout cas dans l'acte 2, il n'y a pas grand-chose à voir, mais beaucoup à entendre, et il y a ces faits musicaux qui doivent être rendus visibles. Alors ce commentaire en rappelle un autre, qu'on trouve dans le journal de Cosima Wagner, à l'entrée du 23 septembre 1878, lorsque Wagner, en plein travail sur Parsifal, se plaint de devoir penser au costume et au maquillage des chanteurs. Alors, il aurait dit, selon Cosima, « Après avoir créé l'orchestre invisible, j'aimerais maintenant inventer le théâtre invisible, das unsichtbare Theater, et l'orchestre inaudible, ajoute-t-il avec humour. » Ça, j'adore le petit ajout là. Donc l'orchestre invisible, le théâtre invisible et l'orchestre inaudible.
Donc, ces réflexions montrent bien les difficultés rencontrées par Wagner au moment de représenter visuellement ses œuvres. Il était clairement insatisfait des mises en scène de ses opéras et il était encore à la recherche de ces dimensions visuelles au moment où il est mort. Alors, le Tristan, retour au Tristan de Mahler et Roller. Donc, qu'y avait-il de si particulier à propos de cette production de 1903 ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut reconstruire de cette production ? Alors, si on remet en contexte dans la carrière de Wagner, ça risque d'arriver, c'est peut-être déjà arrivé, Wagner-Mahler. Donc là, je parle de Mahler, la carrière de chef d'orchestre de Mahler. Donc, voilà, on est à Vienne, et je vous disais tout à l'heure que c'est pendant sa période viennoise qu'il peut vraiment implémenter sa vision artistique wagnérienne et réformer la tradition opératique de Vienne de fond en comble. Et c'est là aussi qu'il est impliqué de manière plus systématique dans l'aspect visuel des productions. Alors, la rencontre de Mahler avec le peintre Alfred Roller, le peintre-dessinateur Alfred Roller en 1902, ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de l'interprétation mahlérienne des œuvres de Wagner. Alfred Roller, donc là vous avez Anna von Mildenburg, Bar Mildenburg en Isolde et Erich Schmedes, qui était le Tristan de cette production. Donc Alfred Roller était professeur à l'école des arts appliqués de Vienne et le président du mouvement Sécession qu'il avait cofondé avec Gustav Klimt et Karl Moll en 1897. Et donc là, vous avez un poster de l'exposition Sécession de 1902 qui était autour de Beethoven. Mahler planifiait une nouvelle production de Tristan pour les 20 ans de la mort de Wagner et il n'était pas satisfait des projets de décors et de costumes qui avaient été proposés par ses collaborateurs habituels. Lors d'une rencontre avec Roller, Roller lui avait montré quelques esquisses qu'il avait fait pour Tristan et Mahler lui demande immédiatement de proposer un projet complet de décors et de costumes Mahler nomme Roller presque immédiatement directeur des productions en charge de concevoir les costumes, les décors et aussi l'éclairage scénique. Donc cette collaboration dure jusqu'au départ de Mahler pour New York à la fin de la saison 1907. Cette production, je vous le disais, marque un tournant dans l'histoire de la mise en scène. On a une nouvelle esthétique qui est proposée ici, en rupture avec les tendances naturalistes du XIXe siècle. Le décor n'a plus la fonction de créer l'illusion, de décorer la scène et de servir d'écrin aux chanteurs, mais Roller et Mahler cherchent à créer une atmosphère, une Stimmung, ça c'est un terme clé dans cette esthétique, en simplifiant l'architecture des décors et en jouant sur les contrastes de lumière et de couleurs. Et donc ce Tristan est l'une des premières productions qui utilise la lumière de façon significative, non pas seulement pour illuminer la scène, mais pour pouvoir, justement, pas seulement pour montrer aux spectateurs ce qui se passe sur la scène, mais comme un agent essentiel de la mise en scène. Alors, à propos de cet éclairage scénique, on n'a aucun document technique qui a survécu qui nous dit exactement comment Roller a manipulé les lumières, quel type d'éclairage il a utilisé et où, comment les lumières étaient placées, comment elles étaient dirigées et surtout quel filtre coloré il avait utilisé exactement. Donc on n'a pas de document technique qui nous renseigne sur ces détails qui sont importants. Mais ce qu'on sait, c'est justement, on a les comptes rendus des critiques qui nous racontent l'effet produit par l'éclairage. On sait aussi que Roller a manipulé cet éclairage de façon complètement expérimentale et qu'il faisait des tests pendant les répétitions et que voilà, c'était une entreprise expérimentale. Alors, les sources pour reconstruire cette production, ce sont les esquisses de Roller pour les décors et les costumes, qui sont conservés aux archives Roller à Vienne, et les comptes rendus critiques de la production parus dans la presse, et je vais mettre les deux en parallèle. Donc là, on a les dessins de Roller pour l'acte 1 en haut et l'acte 2 en bas. On a, vous remarquez tout de suite, le contraste de couleurs. Le premier acte lumineux, et là, la photo ne donne pas vraiment les nuances du dessin. Dans les rouges, orangés, bruns, jaunes. Le deuxième acte obscur dans les bleus, noirs, verts, violets, gris. Et on a un contraste de lumière entre le début des actes à gauche et la fin des actes à droite. Donc les débuts se font dans des lieux fermés à l'abri de la lumière et la fin s'ouvre vers l'extérieur, vers le monde visible. Donc, un close-up sur l'acte 1, sur le navire de Tristan qui amène Isolde d'Irlande, en Cornouailles, pour épouser le roi Marc. Un compte-rendu écrit
Je cite, « Pour commencer, on voyait l'auvent d'Isolde dans le haut et l'arrière était fermé par un large, lourd rideau rouge, orangé, doré. » Que vous voyez là. Et Max Graf écrit « On sentait littéralement les rayons du soleil brûlant passer à travers la toile de tente. » Il écrit encore « Une fois les rideaux ouverts, on ouvre les rideaux, on voyait le pont avant du navire en entier, l'horizon lumineux de la mer et le mât principal, la voile et le drapeau rouge qui flotte dans le vent magnifique. » Alors là, on ne voit pas trop le drapeau rouge, mais là, on le voit. C'est un autre dessin de Roller pour cette même production. On a la grande chance d'avoir encore des photos de la production de 1903 qui nous permettent de constater que la pratique ressemble beaucoup à la théorie, c'est-à-dire que la réalisation pratique des esquisses de Roller est proche en fait, des dessins qu'il a faits. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en janvier 1943, Wilhelm Furtwängler a dirigé une production de Tristan qui était entièrement basée sur les dessins et plans de Roller. Et on a aussi ici... attendez, pourquoi c'est fermé ça? Ah oui, je voulais vous montrer que c'était très similaire. Là c'est ouvert, là c'est ouvert. Voilà, excusez-moi, j'ai oublié de tout vous montrer. Alors fermé, ça c'est la photo, le dessin de Roller. Si on regarde longtemps les deux, on voit que c'est très 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 semblable. Et là, ouvert, vous voyez la chambre, les quartiers d'Isolde à gauche. Et là, la photo de 1903. Et donc, la photo de 1943 vous montre que c'est exactement, ils ont repris exactement les dessins et les décors de Roller. Voilà, acte 2. Donc là, on est au château du roi Marc. Et là, Max Graf écrit, il parle de la prédominance de couleur violette et de lumière violette dans l'acte 2, qu'il a décrit comme une symphonie de violet. Durant l'acte 2, le ciel étoilé faisait progressivement place à une aube grise, qui a été décrite par plusieurs comptes rendus comme une lumière froide. Donc là, on a une photo de l'acte 2 qui date de 1903 et qui montre aussi la ressemblance avec les esquisses, donc que la pratique a suivi de près les plans de Roller. Donc ça montre que les dessins de Roller sont une source importante pour reconstituer la production. L'acte 3, on a ici un dessin de Roller pour le château de Tristan en Bretagne. Tristan est blessé, il attend le navire d'Isolde. Donc Paul Stéphane a décrit l'acte 3 en termes de vide glaçant qui est encore plus palpable qu'à la fin du deuxième acte. La lumière du jour froide baigne les ruines désolées. Tristan est couché au pied d'un arbre protecteur au milieu du champ. Vous allez me dire, où est Tristan? Bonne question. Alors là, il n'est pas là, mais il est là. Donc ça, c'est la photo justement de la reprise de la production de 1943. Et on a Tristan qui était chanté par Max Lorenz, Isolde, Annie Konecny et Courvenal. Alors, ce qui sort des comptes rendus critiques, dont je vous fais un résumé ici, c'est les critiques parlent de notions de chaud-froid, d'une impression de soleil qui brûle ou de l'aube froide. Et donc cette mise en scène faisait appel à des sensations physiques et pas seulement au visuel. On a d'autres critiques que je n'ai pas citées là, qui évoquent une mise en relation de la musique et de la lumière. Un certain critique parlait de Lichtmusik, de lumière-musique. Il écrit « La scène peut être décrite, mais pas la lumière. Lorsque l'aube arrive, lorsque Isolde est noyée dans la lumière, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose d'une lumière-musique ici, Lichtmusik. » Donc, dans ce terme de Lichtmusik, on a l'idée que la lumière peut être musicale. Max Graf écrit aussi en 1903 « La lumière et l'atmosphère faisaient de la musique ensemble, avec l'orchestre wagnérien. » Donc on a l'idée que la musique et la lumière sont complémentaires et que la lumière fait de la musique. Donc il y a une dimension audible dans la musique. Et on verra que ça, c'est quelque chose qui est dans Tristan même. La lumière peut être entendue, selon ces critiques, mais le contraire est vrai aussi. Max Kalbeck, qui écrit pour le Neues Wiener Tagblatt, on pouvait voir la musique avec ses yeux,
et la toucher avec ses mains. Donc ça suggère une dimension visible de la musique, qui rappelle l'idée de Wagner que le drame musical, ce sont ces faits musicaux rendus visibles. Et finalement, les comptes rendus évoquent l'aspect tangible de la musique et de la lumière dans cette production. Paul Stéphane décrivait le vide glaçant dans l'acte 3 qui était encore plus tangible qu'à la fin de l'acte 2. Donc, la lumière et la musique partagent le point commun d'être tantôt audibles, tantôt visibles, tantôt tangibles, et ces comptes rendus décrivent l'impact physique de cette mise en scène sur le corps. On va revenir sur la confusion des sens, donc de l'audition et de la vision que Wagner explore dans Tristan, mais d'abord, on se tourne vers un personnage très important lorsqu'on parle de cette production, c'est Adolphe Appia. Le Tristan de 1903 doit beaucoup aux idées révolutionnaires d'Appia, puisque ces idées représentent, disons que cette production de 1903 représente 50 ans avant le travail de Wieland Wagner à Bayreuth, la première réalisation pratique de ces idées. Appia était fasciné par Wagner, il assiste à la première de Parsifal à Bayreuth en 1882, puis il assiste à Tristan au maître chanteur. Appia est enchanté par ce qu'il entend, mais il est atterré par ce qu'il voit à Bayreuth. Et donc il résume son expérience dans la préface de son œuvre majeure, La musique et la mise en scène. Et il écrit ceci, donc je cite, « À l'époque, le problème de la mise en scène ne se posait à personne. Le public, comme les spécialistes, était uniquement préoccupé d'innover par un luxe croissant de décoration et par un réalisme toujours plus parfait. Même à Bayreuth, la scène ne nous présentait rien de ce qui correspondait à la partition merveilleuse. Et c'est ce conflit toujours répété, toujours renaissant, c'est ce contraste douloureux qui fit de l'œuvre de Bayreuth l'origine d'une révolte artistique les plus fécondes. Donc c'est cette révolte contre les pratiques scéniques de son temps qui donne l'impulsion à Appia pour faire ses dessins, pour écrire ses théories sur la mise en scène wagnérienne, de la même manière que c'était une révolte contre l'état de l'opéra de son temps qui a poussé Wagner à chercher une nouvelle formule dramatique avec son drame musical. Selon Appia, l'œuvre d'art total, le Gesamtkunstwerk, présente une faille. Ce qu'on voit ne correspond pas à ce qu'on entend. Le visuel et l'auditif présentent un contraste douloureux. Et en effet, pour Appia, le texte et la gestuelle ne présentent que les apparences de l'action, et la musique, elle, présente les émotions et le drame intérieur. Alors, comment représenter ce drame intérieur? La réponse d'Appia, c'est la lumière. Parce que pour Appia, la lumière, comme la musique, exprime l'essence de toute vision. Et donc, il postule une mystérieuse affinité entre la musique et la lumière, sur laquelle se base sa réforme de la mise en scène. Et son texte sur Tristan développe la question de cette mystérieuse affinité. Donc il écrit « Nous nous trouvons dès le début au seuil d'une action tout intérieure. Le premier acte est comme la dernière lueur du monde matériel et sensible. Au second acte, le seuil est franchi, la porte refermée. L'atmosphère mystérieuse de cet au-delà ne peut nous être communiquée qu'en musique. Cette musique est interrompue à la fin de cet acte et au cours du suivant par de froides clartés qui pénètrent comme par des fissures. » Donc, c'est pour Appia, Tristan appelle à la réduction de l'activité scénique en faveur de l'expression du drame intérieur. Et donc, vous voyez là, quand il dit que la musique est interrompue par de froides clartés, c'est la lumière qui interrompt la musique. Donc, on a vraiment une interaction entre la musique et la lumière. Elles ne font pas que s'accompagner l'une l'autre, mais elles interagissent l'une avec l'autre. Appia, en annexe de la musique de son texte, La musique et la mise en scène, a fait un projet de mise en scène pour Tristan, avec quelques esquisses qui datent de 1896, projet qui sera réalisé en 1923 avec Arturo Toscanini à la Scala, qui n'a pas eu beaucoup de succès, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, on va voir ce que Appia veut nous faire voir sur scène à travers ses dessins, en parallèle avec ce que Wagner veut nous faire entendre dans Tristan. Alors, on va se concentrer sur l'acte 2, et là, finalement, vous allez entendre un peu de musique.
parce que ça fait longtemps que vous n'entendez que la musique de ma voix, qui est quand même nettement moins agréable que Kirsten Flagstad qu'on va entendre tout à l'heure. Alors, donc, dans l'acte 2, au début de l'acte 2, indication scénique d'Appia, il écrit « Isolde, en entrant sur scène, ne voit que deux choses. L'absence de Tristan et le flambeau qui motivent cette absence, puisque le flambeau qui s'éteint est le signal que Tristan peut venir et que la voie est libre et qu'il peut rejoindre Isolde. Donc Isolde voit un vide, une absence, et elle voit la présence de la torche. Comme dit Appia, cette torche, c'est la dernière lueur du monde matériel et sensible de l'acte 1 qui va s'éteindre pour qu'on entre dans le monde intérieur de l'acte 2. Et il écrit « En éteignant le flambeau, Isolde annule l'espace, arrête le temps. » Alors, on va éteindre la lumière. Hop. Appia continue. Lorsqu'Isolde a éteint le flambeau, le décor prend par ce seul fait une uniformité clair-obscur où l'œil se perd sans être arrêté par aucune ligne, par aucun objet. Donc le décor devient un espace infini, le temps est suspendu. On va revenir au moment où la torche est encore allumée. Maintenant qu'on a vu ce que Appia voulait nous faire voir sur scène, donc la torche, plus la torche, on va entendre ce qui se passe en musique à ce moment précis. Alors, on commence par un extrait du début de l'acte 2. Donc, le début de l'acte 2, le roi Marc part à la chasse, on entend les corps de chasse. Isolde est impatiente de ne plus entendre ces corps de chasse pour que Tristan puisse la rejoindre. Et là, Isolde chante à Brangäne, Hörst du sie noch? Est-ce que tu les entends encore? Donc les corps. Ils sont si loin que je ne les entends plus. Et Brangäne lui répond, donc je vous fais la traduction simultanée là, pour ceux qui en ont besoin, comme moi. Ils sont tout près, on les entend clairement. Donc on va écouter ça déjà. Juste une pause. Donc, vous avez entendu, elles entendent ici le même son. Isolde et Brangäne entendent toutes les deux les corps, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que Isolde entend les corps qui s'éloignent et Brangäne entend qu'ils sont encore près. Ensuite, dans le texte, chacune va accuser l'autre de mal entendre. Isolde dit à Brangäne « Une crainte excessive égare ton oreille. Ce qui te trompe, c'est le murmure frémissant du feuillage que le vent secoue en riant. » Donc Isolde dit à Brangäne, tu crois que c'est le son des corps, mais c'est le son des feuilles que tu entends parce que tu as peur. Et donc, la peur égare ton oreille. Et Brangäne chante plutôt à Isolde, ton désir te trompe. Tu veux entendre ces corps qui s'éloignent, donc tu les entends s'éloigner, mais en fait, ils ne s'éloignent pas. Donc jusque-là, on ne sait pas très bien qui a raison. Parce que toutes les deux accusent l'autre de mal entendre ce qui se passe. Donc là, je vous remets un petit bout. Le murmure des feuilles.
j'entends les corps. Et là, Isolde va lui répondre, et c'est ce que vous avez là, ici. Ce n'est pas le son des corps, mais c'est la source qui bruit joyeusement. Donc c'est elle qui, à ce moment-là, avant, elle disait à Brangane, c'est toi qui entends la nature au lieu d'entendre les corps. Et là, elle dit, non, c'est pas le son des corps, on entend le son de la nature. Et on va voir ce qui va se passer dans l'orchestre à ce moment-là. Excusez-moi d'interrompre. Donc, là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle parle des corps, on entend les corps. Et quand Isolde chante, pas le son des corps, mais le ruissellement de la source, on entend les corps se transformer en ruissellement de la source. Donc, on entend la musique du point de vue d'Isolde, on entend ce qui se passe, on entend les choses qu'Isolde veut entendre et qui nous indiquent que les choses vont se passer comme elle veut que ça se passe. C'est-à-dire que les corps s'éloignent et que Tristan peut arriver. Et je ne sais pas si vous avez entendu le motif, c'est à la mauvaise hauteur, mais ce motif descendant un peu chromatique, c'est le motif qui est associé à la torche, qu'on va entendre dans les exemples suivants. Donc, un peu plus tard, on aura Brangane qui accuse Isolde de ne rien voir. Et selon Brangane, Isolde n'entend rien donc, et ne voit rien, mais Brangane, elle entend et elle voit. Donc on voit là que pour Brangane, les sens de la vision et de l'audition sont associés à la rationalité, à l'appréhension de la réalité, c'est-à-dire que Brangane comprend ce qui se passe dans la réalité, alors qu'Isolde entend des choses qui sont dans sa tête. Sauf que là, l'orchestre, on voit que c'est comme s'il prenait le parti d'Isolde. Mais surtout, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que ce que Isolde et Brangane voient et entendent est matière à interprétation et peut changer constamment. Et c'est le musicologue Thomas Gray de Stanford qui a écrit là-dessus, justement, sur la vision et l'audition dans Tristan, un très bel article. Et il écrit « Malgré l'absence d'action traditionnelle ou de spectacle dans Tristan, le drame est structuré de façon significative par une dialectique de la vision et de l'audition. » Donc on a constamment des oppositions entre ce qui se voit, ce qui ne se voit pas, ce qui s'entend, ce qui ne s'entend pas. Et cette thématique, c'est une thématique qui est vraiment impliquée dans Tristan à un niveau textuel et au niveau musical. Alors, la torche est toujours allumée. Donc pour revenir au commentaire d'Appia sur cet acte 2, Isolde ne voit qu'une chose, la torche qui brûle. Et là, elle est animée par une détermination farouche. Elle crie à Brangane « Éteins la lumière !» Donc évidemment, en français, ça sonne beaucoup plus prosaïque qu'en allemand. « Lösche das Licht » éteint la lumière. Isolde veut rester dans l'obscurité pour aimer Tristan sans rien voir et sans rien entendre du monde extérieur. Et Brangane lui dit « L'amour a éteint en toi la lumière de l'esprit. » Donc pour Brangane, la lumière, c'est la lumière de la rationalité et de la compréhension. Sin. Si tu ne peux pas voir, entends ma supplication. Donc dans toute cette scène, la torche est un symbole de lucidité et de connaissance. Isolde veut l'éteindre et Brangane veut qu'elle reste allumée en quelque sorte. Donc, l'extinction de la torche. Je vous montre à droite un dessin d'Alfred Roller qui fait partie de ses études préparatoires qu'il a dessinées pour le Tristan 1903 et qui nous montre une Isolde impérieuse juste avant d'éteindre la torche. Ses cheveux se fondent avec le ciel étoilé, Isolde et la nuit. Et on a une petite inscription que vous ne pouvez pas lire là-bas au fond, tout en bas, mais croyez-moi, c'est écrit « Frau Mine will es werde Nacht ». Donc, Dame Amour le veut que ce soit la nuit.
pour qu'on puisse s'aimer tranquillement. Donc là, je vous fais écouter là où le texte commence avec la traduction en français, à 2 minutes 35. Voilà, 32, on avait dit. Ouais, bon. Non, c'est pas Donc, je vous ferai remarquer que ça, c'est le son des photos qu'on a vues tout à l'heure de la production de Furtwängler de 1943, qui reprenait les décors de Roller en 1903. Donc, on a vraiment les photos et le son de cette production pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Annie Konecny qui chante Isolde. Donc, Isolde se précipite sur la torche. Elle lui dit ta lumière, elle dit à Brangäne ta lumière, donc ta lumière du monde visible, du monde matériel, fait fuir la dame Amour. Elle prend la torche fixée à la porte. Ce flambeau, dit Leuchte, fuse la flamme de ma vie. Donc on a aussi l'idée que la lumière est associée à la vie, mais que Isolde est prête à perdre la vie pour pouvoir aimer Tristan. Cette lumière fut-elle la flamme de ma vie? En riant, je n'hésite pas à l'éteindre. Et elle jette la torche par terre. Et là, vous avez sûrement entendu cette spectaculaire chute musicale qui fait penser à la destruction du château de Klingsor à la fin de l'acte 2 de Parsifal, où on a toute la musique qui chute et qui engloutit quelque chose dans les profondeurs de la terre. Donc, on a l'extinction de la lumière qui est liée à une chute musicale. Donc, on a une correspondance entre ce qu'on voit, donc la torche qui chute et la musique qui chute en même temps. Et donc l'audible et le visible qui se rejoignent. Donc, de même que Isolde est parvenue à éloigner le son des corps et à transformer le son des corps en son de la forêt, elle éteint la lumière et elle repousse loin d'elle et de Tristan ce monde extérieur du visible et de l'audible. Et là, je vous montre ces autres dessins de Roller qui sont magnifiques. Qui ne sont justement pas vraiment des esquisses de costumes, mais plutôt des études. Et on voit Isolde qui agite le foulard pour indiquer à Tristan qu'il peut venir au moment où il se retrouve. Donc, et ce dessin à droite qui est vraiment magnifique de Isolde et Tristan qui s'embrassent. Donc, la torche est maintenant éteinte. Appia écrit, lorsque Isolde éteint la torche, comme j'ai dit tout à l'heure, elle annule l'espace et elle arrête le temps. Et le temps devient suspendu et on peut se noyer dans cette mystérieuse atmosphère qui, selon Appia et selon Wagner aussi, ne peut être communiquée qu'en musique. Donc, il se retrouve. Ensuite, à la fin de l'acte 2, comme on le sait, tout est interrompu par l'arrivée du roi Marc. Appia écrit « Le fond de la scène, à droite, s'éclaire d'une lueur blafarde. Le jour grandit lentement, froid et sans couleur. » Et on peut se dire que c'est là que Roller a puisé ses inspirations de lumière froide, peut-être dans les écrits d'Appia. Donc la musique est interrompue par cette lumière froide. Dans l'acte 3, donc dans son délire, Tristan évoque la lumière de façon contradictoire. Isolde est présentée comme la lumière qui peut l'arracher aux ténèbres, mais en même temps, on a l'évocation de la torche, donc du flambeau, qu'il fallait éteindre dans l'acte 2 pour qu'ils puissent vivre leur amour. Donc on a Isolde qui arrive, Tristan Geliebter,
oh ce soleil, ce jour ensoleillé, etc. Non, ça c'est avant le soleil ensoleillé, pardon. Ce jour ensoleillé. Donc Isolde arrive finalement, Tristan se lève exalté, et c'est là qu'il va chanter ce vers incroyable, cette ligne, comme on dit, cette phrase, voilà. Comment j'entends la lumière. Donc, wie höre ich das Licht? Die Leuchte da, die Leuchte verlicht zu ihr, zu ihr. Donc, comment j'entends la lumière? La torche s'éteint. Donc ça, c'est un souvenir de l'acte 2. Vers elle, vers elle. Donc, on va écouter ça. Alors, donc Tristan ne dit pas « j'entends la lumière », mais plutôt il se demande pourquoi il entend la lumière, comme s'il était conscient lui-même de sa confusion de sens, d'entendre la lumière. On peut s'imaginer, comme l'ont suggéré certains, que peut-être que Tristan entend la lumière dans le sens où il entendrait le motif de la torche, le motif qui est associé à la torche dans l'orchestre, mais bon, c'est peut-être quand même un petit peu tordu comme explication. Appia, lui, parle de deux types de lumière. Il parle de la lumière aveuglante du jour qui empêche l'amour de Tristan et Isolde et de laquelle ils veulent se protéger, mais que Isolde est aussi une forme de lumière pour Tristan et de vraie vie, en fait, et que Isolde représente un autre type de lumière, une lumière plus lumineuse et plus transcendantale. On peut aussi s'imaginer que Tristan, qui s'apprête à mourir, commence à entrer dans un autre monde où les sens se mélangent et qu'il entend la lumière et qu'il voit la musique, et parce qu'il est en train de passer dans un autre monde où les vérités physiques de notre monde ne s'appliquent plus, quelque part. Donc ça nous mène au Liebestod d'Isolde, dans lequel elle demande à une assistance fictive si il voit aussi ce qu'elle voit, s'il ressent ce qu'elle ressent, si elle est la seule à entendre ce qu'elle entend. C'est tout le texte du Liebestod. Et elle finit en évoquant ce qu'elle respire et ce qu'elle sent. Donc on a vraiment cette insistance sur tous les sens. Et Tristan et Isolde proclament un rejet du visible et un rejet de l'audible en faveur de la nuit qui cache une vérité plus profonde et intérieure. Et donc la vision d'Appia est totalement tristanesque, si on veut. Il rejette l'aspect purement visuel de l'opéra pour travailler sur un mariage entre musique et lumière qui sont seuls en mesure d'exprimer la confusion des sens de Tristan et Isolde et qui indiquent un passage dans un autre monde. Donc vite, une petite conclusion. Alors je vous rassure, la troisième partie, elle est beaucoup plus courte. Parce que sinon, je sens que je vais vous perdre là, parce que vous êtes très très patient et très très sage, parce que je n'ai pas du tout tenu mon planning. J'avais l'intention de finir dans 5 minutes. Donc si vous êtes encore avec moi, je vous propose de venir un petit peu plus longtemps pour aller voir ce qui se passe en 1908. Mais il y en a un qui s'échappe déjà. Donc voilà, je vous rassure, la partie 3 est vraiment plus courte, mais c'est intéressant quand même juste de regarder ce qui s'est passé à New York pour mettre en comment dire, voilà, pour bien comprendre les choses. Donc Appia apporte une solution au problème de Wagner, la recherche d'un théâtre invisible, en proposant justement que ces faits musicaux seraient rendus visibles en fait uniquement par la lumière, par le mariage entre la lumière et la musique. On n'a pas de preuves concrètes vraiment d'un contact entre Alfred Roller, Gustav Mahler et Appia au moment de la production de 1903, mais les textes d'Appia ont été publiés déjà à ce moment-là. La musique et la mise en scène est publiée en allemand en 1899. Donc on suppose, il y a beaucoup de chances pour que Mahler et Roller aient lu les écrits d'Appia déjà quand ils sont parus en 1899.
Et voilà, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ce Tristan de 1903, les écrits d'Appia, les dessins d'Appia, et les travaux de Wilhelm Wagner plus tard, en 1950 à Bayreuth, qui clairement utilisent les théories d'Appia. Donc quelque part, le Tristan de 1903 peut fonctionner comme un lien entre Appia et Wilhelm Wagner, déjà en 1903. Donc là, on va passer à la phase finale. La phase finale qui, comme je vous l'ai promis, sera plus courte, mais néanmoins très intéressante. On espère. Alors, voilà. Donc, excusez-moi, hop. Donc, le Tristan 1908. Donc, voilà le titre, la presse américaine titre Mahler arrive, Wagner revit, en décembre 1907. Et ça, c'est une belle photo du bateau ou d'un des bateaux que Mahler a pris pour arriver en janvier 1908 à New York avec son épouse Alma Mahler. Donc voilà, c'était le titre de la presse. Malheureusement, je n'ai pas le nom du journal parce que je n'ai pas trouvé ça dans les archives du Met. J'ai juste trouvé la coupure du journal et il n'y avait pas le titre. Mahler arrives, Wagner revives. Là, je vous montre des photos de Mahler sur le bateau. Alors ça, évidemment, c'est en revenant. Enfin, non, c'est pas en revenant, c'est en repartant. Ça date en tout cas d'octobre 1910. Et c'est une photo de Mahler avec sa fille survivante, Anna, après la perte de Maria. Ce sont des très belles photos qui se trouvent donc dont on trouve des copies à la bibliothèque Mahler, à la bibliothèque Lagrange-Fleuret, pardon, qui a changé de nom, à Paris. Donc, le journal écrit « Gustave Mahler est maintenant ici » et avec lui arrive un changement d'esprit sur le Metropolitan Opera. La muse allemande a été négligée ces dernières années au Metropolitan. On a eu une Puccini craze. La folie Puccini s'était installée et les dieux wagnériens avaient vu leur crépuscule. Je fais une traduction un peu approximative de cette coupure de presse. Donc Mahler fait ses débuts à New York au Metropolitan Opera le 1er janvier 1908. Que sait-on de cette production de Tristan? Et surtout, comment est-ce qu'elle s'insère dans sa carrière après ce moment révolutionnaire et tellement important du travail qu'il a effectué avec Roller à Vienne entre 1903 et 1907. Alors, Walter Rothwell, qui était un assistant de Mahler à Hambourg, a résumé l'interprétation mahlérienne de Wagner ainsi. Donc Mahler était un géant dans Wagner. Son exposition du détail wagnérien était une révélation. C'était comme s'il détenait la clé d'une énigme autour de laquelle tout le monde cherchait en vain. Je vous assure que Mahler ne peut pas être décrit avec les mots. On a de nouveau cette question qu'on ne peut pas décrire les choses avec des mots. Je fais que parler depuis 1h30, mais en fait, on ne peut pas décrire les choses vraiment avec des mots. Vous devez l'entendre. Je pense que ceux qui aiment Wagner seront unanimes pour dire que là où tout le monde est parti, Mahler commence. Donc, c'est comme ce titre, Mahler arrive, Wagner revit. On a vraiment une association entre l'arrivée de Mahler à New York en 1907, qui implique une nouvelle approche de Wagner et un nouveau début dans l'histoire du Met. Donc, comme on le sait, le départ de Mahler pour l'Amérique a été motivé par plusieurs facteurs. En 1907 est une année de crise. Mahler perd sa fille Maria dans des conditions tragiques au mois de juillet. Les intrigues de l'opéra de Vienne lui font désirer un départ et mènent à sa démission en mai 1907. Et il est aussi diagnostiqué avec des problèmes de cœur qui lui empêchent de crapahuter, comme on dit chez nous, dans les montagnes autant qu'il aimait le faire. Donc New York ouvre un nouveau chapitre dans la vie de Gustave et Alma Mahler. Heinrich Conried, je ne suis pas très sûre de comment prononcer ça, Heinrich Conried, le directeur du Met,
annonce en 1907 qu'il est heureux justement d'annoncer l'engagement d'un des meilleurs directeurs musicaux, Gustav Mahler. Mahler dirige 50 merci, excusez-moi. Je sais qu'on ne dit pas performance, mais je ne sais jamais. Représentation d'opéra au Met entre janvier 1908 et mars 1910. Son répertoire reflète bien ses prédilections. On a la trinité canonique, la trinité Wagner, Mozart et Beethoven, et en plus des premières de Smetana et de Tchaïkovski, dont je vous disais que c'était deux compositeurs qui ont été très importants dans le répertoire de Mahler, chef d'orchestre. Sur ces 50 représentations, Mahler dirige 21 Wagner, donc Tristan, la Valkyrie, Siegfried. Le dernier Wagner que Mahler dirige au Metz, c'est Tristan, en mars 1909. Et l'un des derniers concerts qu'il a dirigé à Carnegie Hall, en janvier 1911, quelques mois avant sa mort, était un programme tout Wagner. Alors, ce Tristan de 1908, qu'est-ce qu'on sait? Et surtout, la question est aussi à quel point Mahler était impliqué dans d'autres paramètres que la direction musicale. Quand on pense à ce qu'il avait fait avec Roller, où il avait tout géré en même temps que la direction musicale. Alors, les interviews dans la presse nous montrent qu'au début, Mahler avait des illusions quand il est arrivé. Il a dit, par exemple, à un journaliste qu'il interviewait, « Si le Fidelio de Beethoven est représenté dans la production que j'ai conçue avec Roller, alors à ce moment-là, je vais vouloir avoir mon mot à dire sur tous les aspects de la mise en scène, mais cela dépend du directeur, etc. Je suis aussi heureux de me cantonner à la direction musicale. » Donc, au début, on voit un Mahler plutôt prudent qui ne savait pas trop comment se placer par rapport à la direction et qui ne savait pas trop encore à quel point on lui laisserait les rênes pour les autres aspects que la direction musicale. Alors, les comptes rendus de son interprétation sont en général extrêmement positifs lorsqu'il est arrivé. Un journal rapporte, il chantait toutes les notes de l'opéra, sa personnalité était partout dans l'orchestre, mais aussi sur scène. Et on a une opinion unanime l'opinion unanime est que Gustav Mahler a fait une impression très très favorable, pas seulement sur le public, mais aussi sur les membres du board du Met. Bon, ça c'était un journaliste. On a un autre compte-rendu très important de Richard Aldrich, qui était music editor du New York Times depuis 1902, et qui a critiqué cette production de Tristan. Donc on a un article de lui qui date du 2 janvier 1908. Je ne vais pas vous le lire en entier, mais je vous le résume. Donc il dit que c'était une représentation remarquable. Il écrit que les tempos de Mahler étaient plus rapides que ceux dont ils avaient l'habitude, que ces tempi étaient élastiques et pleins de variations. Et il écrit que la partition était vraiment révélée dans sa beauté la plus profonde. Et il parle justement de la façon de Mahler qu'il avait de faire sortir les mélodies, la mélodie, et il parle de clarté justement dans le rendement de la mélodie. Donc ça nous renvoie à ces notions wagnériennes de clarté du mélos. Il écrit ensuite, justement, l'interprétation de Mahler est comparable à ce que New York a connu de mieux, et il cite notamment Anton Seidel et Felix Mottl, qui était évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis Felix Mottl avec un accent anglais, Felix Mottl, donc qui était évidemment des grands chefs wagnériens. Il parle de Mahler en disant que son attention était partout, que justement il faisait ce Gesamtdirigent. Il parle de sa modification de tempo, donc on a vraiment le terme de modification de tempo qui montre aussi que chez les critiques musicaux, on avait une très bonne connaissance de la théorie wagnérienne. Et justement, il décrit la modification de tempo de Mahler. Il dit, il y a eu plusieurs exemples dans la partition, l'approche du point culminant du prélude, souvent est précipitée, alors que Mahler a fait une accélération qui était imperceptible. Donc c'est vraiment exactement la définition de ce qu'est la modification de tempo.
Monsieur Mahler est un chef selon le cœur de Wagner, qui instinctivement sent où est la mélodie dans la partition orchestrale. Encore une fois, on voit que ce critique connaissait bien sa théorie wagnérienne. Il cherche ce que Wagner appelait le mélos et ne le laissait jamais hors de sa vue. Donc ça, c'est voilà, un compte-rendu important. En gros, voilà, vous avez à gauche les points positifs qui étaient souvent notés. Donc, voilà, on parle d'économie de mouvement, ce qui contraste avec les comptes rendus des jeunes années de Mahler où il était très agité et très nerveux. Variété de nuances, modification de tempo, mélos, donc toutes les notions wagnériennes. Après, évidemment, il avait ses critiques aussi, qui étaient moins enthousiastes, qui disaient oui, mais bon, Mahler n'était pas le premier grand chef wagnérien qu'on a eu ici au Met. Ses interprétations étaient trop intellectuelles, il était trop analytique, trop objectif. Il y en a même un qui parlait de musique qui était émasculée. Bon. Donc, et on parle aussi, ça c'est une critique qu'on lui a faite très très souvent dans sa carrière, qui prenait des tempi trop rapides. Ça c'est une critique qui revient tout le temps dans toute sa carrière. Le point le plus important dans les critiques de ce premier Tristan de Mahler à New York, c'est la question des coupes. Les critiques ont été outrés, on ne dit pas outragés en fait. Ne regardez pas, fermez les yeux, ça c'est vraiment outraged en anglais et c'est mon anglicisme. Je m'excuse pour cette horreur que j'ai écrite. Les critiques étaient outrés, pas outragés, totalement outrés par le fait que Mahler a gardé les coupes dans Tristan en arrivant à New York, alors qu'il avait tout fait depuis Prague et Budapest pour enlever les coupes et pour jouer Wagner dans son intégralité. Lorsqu'il arrive à New York, il joue Tristan avec les coupes habituelles qui avaient été instaurées par Anton Seidl avant lui. Et donc les critiques, certains ont été extrêmement vexés, car ils prenaient ça comme une marque de mépris de la part de Mahler pour le public américain. Ils interprétaient ça comme si Mahler considérait que le public américain ne pouvait pas tenir un Wagner entier sans les coupes et que donc il fallait forcément couper pour eux. Et donc ils lui en ont voulu de pas effectuer à New York le même régime qu'il avait effectué à Vienne. Après, Mahler s'est expliqué de ses coupures dans une lettre où il expliquait que les circonstances à Vienne et à New York ne pouvaient pas être comparées, que c'était deux situations extrêmement différentes. Il explique dans cette lettre qu'à Vienne, il était maître à bord et surtout qu'à Vienne, il a mis du temps à implémenter ses réformes, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait les choses du jour au lendemain. Alors qu'à New York, il explique bien qu'en fait, il ne pensait pas rester assez longtemps pour avoir le temps vraiment de réformer l'institution. Et donc, il a simplement effectué, il a suivi la tradition qui était en place au moment où il est arrivé. Après, Alma Mahler nous donne un autre éclairage qui est vraiment intéressant. Elle écrit justement à propos de ces coupes à New York. Elle écrit « Mahler était intransigeant à l'extrême. Il ne permettait pas de coupe dans Wagner et imposait 5 ou 6 heures de représentation au public. Et il était très sévère avec les retardataires, etc. » Elle écrit « Mahler était très différent à New York. Il avait introduit toutes les coupes habituelles et elle dit « La raison était que son attitude par rapport au monde et à la vie en général avait changé. La mort de notre enfant et son deuil et sa souffrance personnelle avaient placé une autre échelle, excusez-moi, ma traduction n'est pas très jolie, avait en fait set another scale to the importance of things. Donc lui faisait voir le monde, lui faisait voir les priorités d'un autre œil. Et comme si la mort de son enfant, en fait, l'avait rendu un petit peu indifférent à des choses qui le rendaient très en colère par le passé. Et ça, c'est, je pense, un point de vue assez intéressant. C'est-à-dire, il y a des questions politiques et il y a des questions de Mahler qui arrive dans un nouvel endroit et qui préfère commencer par peut-être l'expérience qu'il a eue aussi à Vienne comme réformateur qui s'est attiré les foudres quand même de beaucoup de gens dans ce processus de changement. Il était peut-être plus sage et il savait qu'on ne pouvait pas changer tout d'un coup et qu'il fallait d'abord
peut-être suivre un petit peu les usages avant de tout changer. Mais il y a aussi cette question-là peut-être, qu'il avait tout d'un coup perdu un peu le sens de les forces de se battre pour tout changer comme il avait fait à Vienne en 10 ans. Peut-être qu'à ce moment-là, il était épuisé et qu'il ne pouvait plus se battre de la même manière. Alors rapidement, je voulais juste vous montrer, vous faire écouter quelques secondes, on arrive à la fin là. On a cet enregistrement, donc Olive Fremstadt, qui est cette chanteuse extraordinaire, qui a chanté sa première Isolde le 1er janvier 1908 avec Mahler. Donc c'était ses débuts dans Isolde. Elle avait fait ses débuts au Metz en novembre 1903 avec la Valkyrie. Elle chante Salomé en 1907. C'était une étudiante de Lili Lehmann et c'était une des sopranes les plus importantes au Metz de 1903 à 1914. Mahler avait travaillé avec elle à Vienne avant d'arriver à New York et c'était une élève aussi de Anna von Mildenburg. Donc comme on a cet enregistrement incroyable du Libesto de 1913, je voulais juste vous faire entendre quelques secondes de ceci. Donc c'est 5 ans après le Tristan qu'elle a chanté avec Mahler à New York en 1910. Donc, les autres chanteurs de cette production, Heinrich Knote, ténor wagnérien, qui a fait ses débuts au Metz en décembre 1904 avec les maîtres chanteurs, qui a eu des comptes. Oui, j'ai oublié de vous dire que Olive Fremstadt a été très bien, a été vraiment félicité par la presse. Les comptes rendus qui la concernent sont vraiment excellents. Heinrich Knote un peu moins. Je ne vais pas vous faire écouter l'enregistrement des maîtres chanteurs, ça fait un petit peu mal aux oreilles, mais c'est très intéressant quand on travaille sur les enregistrements historiques. Ici, on a les autres rôles, Brangäne, Louise Homer, Courvenal, le roi Marc, etc. Là, c'est juste pour vous dire que c'est Heinrich Knote, le chanteur de Tristan, qui a dit ceci sur la production, qu'elle était grandiose. Au-delà de toute description, que c'était la plus puissante dont il avait fait cette expérience. Bref, qu'il avait expérimenté, que c'était un succès vraiment sans précédent pour l'art allemand à New York. Il mentionne le fait que Mahler apparemment donnait des indications scéniques, donc ça c'est quand même intéressant, même s'il n'était pas formellement impliqué dans la mise en scène, il donnait apparemment aux chanteurs des indications scéniques. Et il dit surtout, avant Mahler, le public ne comprenait pas un mot du texte, et soudain, on pouvait se faire comprendre, on était intelligible. Donc ça, c'est un témoignage très important qui montre aussi un peu comme Mahler travaillait avec les chanteurs. Alors, je vous montre juste quelques photos pour vous montrer la différence entre 1908 et 1903 par rapport à la mise en scène. Ça, c'est une photo donc, de l'acte 1 de 1908, et c'est donc des décors qui ont été fabriqués sur la base de la production de Cosima Wagner de Tristan en 1886. Donc là, vous voyez ceci. Ça, c'était les dessins pour le Tristan de Cosima en 1886, donc vous voyez que c'est assez proche. Et ça, c'était pour vous rappeler. Voilà. Donc vous voyez la différence au niveau de l'esthétisation et de la stylisation en fait, du décor.
qui était beaucoup moins décoré et beaucoup plus simple. L'acte 2, donc là, on a, voilà, ça c'est la photo de 1908, vous voyez ces branches, cet énorme arbre qu'on retrouve sur le dessin de Max Bruckner pour Bayreuth. Donc le dessin date de 1906, mais c'était la production de nouveau de Cosima Wagner de 1886. Donc c'est assez proche. Et là, c'était pour vous rappeler le roller. Bon, c'est en noir et blanc, mais si vous vous imaginez la couleur, c'est très différent, c'est beaucoup plus stylisé et surtout l'arbre n'envahit pas tout. Et là, on a l'acte 3 avec de nouveau un arbre gigantesque. Et là, vous voyez que l'arbre est stylisé par le tronc et qu'on voit surtout le ciel qui est justement un espace qui est plus disponible pour la lumière. Donc, voilà, j'arrive au bout de ce voyage. Je voulais finir avec un autre commentaire de Alma Mahler sur ce contraste entre 1908 et 1903. Donc, elle dit... elle fait un commentaire très intéressant. Elle dit, ici, il pouvait s'occuper exclusivement de la musique, ce qui était un changement très bienvenu de Vienne par rapport à Vienne dans les dernières années, car la concentration de Roller sur la mise en scène, avec la concentration de Roller sur la mise en scène, la musique pure avait été mise de côté. Donc elle dit, l'orchestre, les chanteurs, tout cela était merveilleux. Et elle dit, même si les décors étaient souvent abominables, bon, elle exagère un peu quand même, parce que quand on pense à abominable, on voit un peu d'autres images, je trouve, mais voilà, même si les décors étaient abominables, Mahler s'en fichait. C'est vraiment ça qu'elle écrit. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu le second acte comme musique pure. Donc là, c'est vraiment intéressant, parce qu'on est ramené au commentaire de Wagner sur Tristan, où il dit qu'il ne donnait pas grand-chose à voir, mais beaucoup à entendre. Et on peut vraiment partir avec cette idée, justement, que quelque part, une mise en scène très élaborée et très pensée et très conceptuelle peut, en fait, disons que si le sens de la vue est très sollicité, on peut imaginer que peut-être que le sens de l'audition est plus perturbé. Et donc, c'est très intéressant de voir ce commentaire d'Alma qui dit que voilà, quand il n'y a pas grand-chose à voir, il y a beaucoup à entendre. Et donc, je vous laisse sur cette... voilà, oui, pardon, c'était ça, il était là, désolé, je voulais raconter. Et je vous laisse avec cette image de Mahler. C'est la dernière photo de Mahler qu'on a lorsqu'il a quitté New York sur le bateau. Et voilà, on sait que peu de temps après, il est mort. Il a été enterré à Vienne. Et voilà, je vais vous laisser là. Je pensais vous faire une petite conclusion où je reprends les choses, mais je crois que là, on va s'arrêter. Je vous remercie surtout de votre attention. Vous avez été formidables. Merci.